C'est assez précis et spécifique ce qu'il dit le président ukrainien. Thomas Misraki est donc toujours avec nous. Dites-nous, est-ce qu'on craint de voir encore un nouveau front s'ouvrir dans les jours qui viennent, un peu plus au nord-ouest donc Oui, évidemment, les soldats qui en a pu parler ces 2 dernières semaines à Kharkiv et dans cette région de Kharkiv nous disent tous la même chose. Déjà, ces soldats, pour 90% d'entre eux, ceux qu'on a rencontrés, ceux avec qui on est allé tourner, eh bien, ils viennent de brigades qui étaient avant l'offensive du 10 mai, déployés sur le front Est. Ils sont tous venus ici, parfois avec des brigades qui ont été vraiment réduites pour enrayer cette progression russe. Cette progression russe, elle est désormais quasiment enrayée, même si ce soir, eh bien, les Russes revendiquent la prise de 2 nouvelles localités dans le nord. Et la technique russe est évidemment d'étendre, d'étirer au maximum ce front de manière à affaiblir là où il tape le plus fort, et ça reste encore une fois dans l'Est. Le rapport de force, vous le savez, le contingent russe en Ukraine, il est de 510 000 hommes. 230 000 Russes combattent sur toutes les 1000 km de front. En face, on estime que les Ukrainiens sont 180 000 environ. Donc ça, c'est la première inquiétude, évidemment. La seconde, ça a été évoqué, c'est que depuis quelques jours, la région de Soumy, où nous nous rendons demain, normalement avec Thibaut Bruck, eh bien, elle est régulièrement bombardée, qu'il y a des 9 à 10 000 soldats russes qui ont été massés au-dessus de cette région, mais côté russe. Et donc, évidemment, les Ukrainiens s'attendent à ce qu'une offensive soit déclenchée aussi de ce côté-là. Enfin, et vous le savez aussi, les Ukrainiens sont dans un moment de faiblesse. Il manque de tout, de munitions, d'armement, d'hommes. Les Russes savent qu'ils ont une fenêtre de tir, pardonnez-moi l'expression, pour faire le plus mal possible à ces forces ukrainiennes. Et ils vont probablement essayer d'en profiter au maximum. Merci beaucoup Thomas, et on attend évidemment votre retour depuis Soumy avec Thibaut Bruck qui est à vos côtés. Merci beaucoup pour avoir été ce soir en direct avec nous. Alors on va regarder peut-être un petit peu plus précisément où les troupes russes seraient en train de se masser. On est donc à 90 km au nord-ouest, tout près de la frontière. Soumy est une ville qui n'est pas très loin de Kharkiv. Quel est l'objectif pour les Russes s'ils attaquent dans cette zone ici? Les troupes seraient en train de se masser dans ce triptyque là qu'on voit là, Proletarsky, Borisovka et Graivorone, et Soumy est un petit peu en dessous. Quel serait l'objectif, Général Saint-Quentin, pour les Russes s'ils décidaient d'attaquer là? Il pourrait effectivement. Alors bon, d'abord on voit bien que Kharkiv est plus au sud, ouais, et Soumy plus à l'ouest. Donc là effectivement, attaquer Soumy, c'est attaquer une nouvelle ville ukrainienne, et donc c'est ce que Thomas Misrati vient de dire très bien, c'est essayer d'étirer au maximum le mince rideau de troupes qui s'amincit de jour en jour à cause des pertes et parce que justement le front s'étire, et de jouer à fond de la supériorité numérique et en volume des Russes. Voilà. Et donc je pense que néanmoins, si vous voulez, le contingent qui est en train de se regrouper dans cette région pour potentiellement attaquer Soumy, parce qu'on ne sait pas, c'est peut-être une manœuvre de déception en fait, et pas très significatif, si vous voulez. Mais il faut encore amener des forces là-bas pour empêcher l'attaque. Voilà. Ce que je remarque aussi, c'est que la distance avec la frontière est la même. Donc la question des bombes planantes et des frappes et de l'appui aérien à partir de la Russie, donc hors de portée, mais on en reparlera peut-être plus tard dans l'émission, hors de portée des matériels anti-aériens fournis par l'Occident, va se poser à nouveau. Voilà. Donc c'est un peu, s'ils attaquent Soumy, ça sera un peu la même chose. Mais de là où ils sont, et dans le triangle dont on parle, ils peuvent tout à fait aussi continuer à forcer sur Kharkiv. Et, une fois de plus, on l'avait déjà dit sur ce plateau, ils cherchent à créer un dilemme tactique dans l'esprit des chefs militaires ukrainiens. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'un bis repetita. On va voir quelques frappes d'ailleurs sur Soumy, qui est frappé de plus en plus par l'artillerie. Et je parle sous votre contrôle, Didier, mais c'est vrai qu'on a l'impression que pour Kharkiv, ça avait commencé exactement selon le même schéma. Oui, ça commence selon le même schéma. De toute manière, la logique est exactement la même. En fait, les Russes ont obtenu ce qu'ils voulaient.
C'est-à-dire, ils ont obtenu que les Ukrainiens dégagent une partie des brigades qui étaient en défense ferme sur le front à l'est, face à Bakhmout et après Avdiivka, et les mettent, en plus des brigades qui savent bien combattre, qui sont aguerries, et les mettre là-bas. Donc c'est ce que nous a expliqué très bien Thomas. En plus, il le voit sur le terrain, donc il n'y a pas de doute. C'est ça qu'ils veulent faire, et ils l'ont obtenu. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit, ça leur permet de grignoter justement sur leur effort principal, qui reste, comme nous l'a rappelé Thomas, l'est de l'Ukraine, en direction de Prokhovsk et en direction de Kramatorsk via Chassivyar. Donc, en fait, ils continuent cette tactique avec un avantage qu'ils utilisent, c'est le fait de pouvoir se regrouper à l'abri. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, dans la guerre, on l'explique depuis le début, le problème de cette guerre, c'est que pourquoi on n'arrive plus à manœuvrer et à surprendre, c'est qu'avec tous les drones qui volent, tout ce qui machin, la guerre électronique, etc., dès que vous regroupez des forces, elles sont vues. Si elles sont vues, elles sont détruites. Grosso modo, on est sur des capacités de contre-frappe ou de destruction qui sont de l'ordre de la dizaine de minutes au maximum. Donc aujourd'hui, l'avantage comparatif qu'ont les Russes à pouvoir se regrouper sur leur territoire, alors que les Occidentaux interdisent aux Ukrainiens d'utiliser leurs armes pour frapper dans la profondeur sur la Russie, fait que, en fait, on est quand même dans un truc de dingue. On voit, comme on l'a vu sur Kharkiv, les Russes massés à l'abri à l'abri de nos propres décisions, parce qu'ils sont pas plus à l'abri là qu'ailleurs. Simplement, ils sont à l'abri du fait que nous, on est mou du genou et qu'on veut pas les frapper là-bas. Donc ils sont tranquilles. Donc ils se regroupent, ils prennent le temps et donc ils gardent l'initiative et le tempo. Ils imposent leur tempo aux Ukrainiens et aux Occidentaux. Bon, alors il y a un moment où je pense que c'est pour ça que, y compris aux États-Unis, il commence à y avoir un débat là-dessus. C'est quand même, ça devient un peu ridicule cette affaire. Et donc il y a un moment où s'ils continuent à ce rythme-là, le problème, ça va pas être d'envoyer les instructeurs, ça va être de dire bon bah ok, allez, feu vert, liberté de manœuvre, vous avez le droit d'utiliser nos armes. Alors pas pour frapper Belgorod, hein. Il n'y aura pas d'acceptation d'un ciblage de cette nature sur des villes. En revanche, sur des concentrations de troupes, des centres de commandement ou des voies de ravitaillement stratégiques, je pense que s'ils continuent comme ça, les Russes, à terme, les Occidentaux finiront par lever leurs interdictions sur l'emploi des armes de frappe dans la profondeur, en tout cas dans la profondeur du front, dans la profondeur opérationnelle. Je ne dis pas plus loin, mais je pense que c'est ça qui va finir par arriver. Sinon, encore une fois, il y a une escalade russe, il va bien falloir répondre à ce problème-là. Pardon, pour alimenter le débat, je pense qu'il y a une bonne raison de le faire. C'est quand même qu'aujourd'hui, cette espèce de sanctuarisation du territoire russe vis-à-vis des armes qui peuvent frapper dans la profondeur, qui sont occidentales, c'est quand même, ça permet de frapper des villes comme Kharkiv et Soumy, qui sont des villes, enfin c'est des objectifs civils. Ils ne frappent pas des objectifs militaires, ils frappent des objectifs civils. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il y a une bonne façon de rentrer dans le débat, et puis soutiens ce qu'a dit Didier, dans le sens où il faut être cohérent entre les instructeurs, l'armement. Enfin, il y a probablement une gradation à trouver, mais à partir du moment où ces armes permettent de frapper des objectifs militaires, donc des avions qui envoient des bombes planantes sur les quartiers habités de Kharkiv ou de Soumy, ou des pièces d'artillerie qui ravagent le front, ça ne paraît pas vraiment poser de problème. Mais en tout cas, d'un point de vue de la cohérence de ce qu'on fait. Alors arrêtons-nous sur ce débat, justement, parce que c'est vrai que c'est le débat du moment qui déchire l'OTAN. On voit bien que les lignes bougent. On le voit, hein, tout le monde voit bien ce qui se prépare de l'autre côté de la frontière, mais les Ukrainiens disent qu'ils sont impuissants et ils voudraient frapper de l'autre côté. Le secrétaire général de l'OTAN s'est mouillé sur ce dossier parce qu'il s'y dit favorable. C'était il y a quelques jours. Ça a déclenché plein de réactions, surtout négatives pour l'instant, mais ça ne l'a pas empêché de le redire ce matin. Écoutez. Bien sûr, si l'Ukraine ne peut pas attaquer des cibles militaires sur le territoire russe, cela lie les mains dans le dos des Ukrainiens et rend très difficile pour eux d'assurer leur défense. En effet, ils sont attaqués depuis le territoire russe.
Alors, ce qu'il faut dire, Magali, c'est que depuis ces déclarations, le débat donc fait rage. Il y a ceux qui sont pour. On peut citer pêle-mêle les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni aussi. Puis il y a ceux qui sont contre, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis. On sent qu'il y a vraiment deux camps qui sont en train de s'affronter parce que les termes sont assez durs. Hein. Du côté de l'Italie, on dit jamais, pas question. C'est vrai que la réaction de Meloni a été extrêmement radicale en disant que pour l'instant, il n'en était absolument pas, enfin qu'aujourd'hui, il n'en était pas question et qu'il ne savait pas même pourquoi Stoltenberg disait quelque chose comme ça, qu'il fallait être extrêmement prudent. Oui, pour la fermeté, mais pas d'autres gestes. L'Allemagne de Scholz, elle est sur la même ligne aussi. En fait, ce sont des pays aussi, il faut comprendre ça, qui sont dans des situations politiques qui aussi sont pas les mêmes. Meloni, Scholz, ils sont à la tête de coalition. Ouais. Chez Meloni, c'est finalement la plus atlantiste et la plus favorable à l'Ukraine des membres de sa coalition. Il faut bien voir qu'il y en a d'autres qui sont sur une ligne bien plus russophile. Donc, elle a déjà fait accepter un soutien à l'Ukraine qui s'est quand même pas démenti du côté de l'Italie. Elle refuse d'aller plus loin. Et Scholz, finalement, qui va d'ailleurs parler de ça avec Emmanuel Macron. Il y a Emmanuel Macron qui est en Allemagne, il y a un conseil de défense franco-allemand demain. Mais on sent de la même manière en Allemagne, il y a une extrême prudence. C'est non pour les Taurus, les missiles de plus longue portée. Et on sent bien que, oui, il y a une immense réticence par peur de l'escalade. Aux États-Unis, le débat, il change, il évolue. Parce que là, on sent que, en effet, il y a des pour, il y a des contre dans l'entourage de Joe Biden. Il y a eu des Ukrainiens qui sont venus la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, au Congrès américain, qui ont vraiment eu des discussions approfondies sur justement le problème du sanctuaire de l'autre côté de la frontière, ouais. Et du fait que ce n'était pas possible de se défendre comme ça. Et donc, on sent quand même un débat qui est en train de monter aux États-Unis. Les choses sont en train d'évoluer.